Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Fernand Béhen, vice-président de l'association Village d'Eva. Bonsoir Fernand. Bonsoir Amina, merci de m'avoir invité. Alors avec vous, on va parler de cette pétition Plus jamais ça, une pétition que vous avez mise en place en vous adressant à Monsieur François Hollande, le président de la République, pour justement taper du poing sur la table par rapport à ce qui se passe à Mayotte. Une pétition qui en 48 heures a obtenu plus de 4000 signatures. On en parle tout à l'heure avec vous, Fernand, dans ce journal. Avec nous également sur le plateau, Chakila Issouf. Bonsoir Chakila. Bonsoir. Avec vous, on va revenir sur un pan important de l'histoire de Mayotte, puisque vous allez nous parler des chatouilleuses. L'une d'elles s'est éteinte hier, ses obsèques ont eu lieu aujourd'hui. Et on relance en même temps le débat sur la reconnaissance et la continuité du combat que ces femmes ont mené pour Mayotte. On en parle également tout à l'heure avec vous, Chakila. Mais d'abord, voici les titres de ce vendredi 22 avril. L'une des dernières chatouilleuses nous a quittés hier. Ses obsèques ont eu lieu ce jour en présence d'un parterre de proches et de personnalités. L'occasion de rendre un dernier hommage à cette femme de conviction qui aura passé sa vie à se battre pour que Mayotte reste libre. Dominique Ledemé travaille depuis lundi sur l'application du Code du travail de droit commun à Mayotte. De retour sur le territoire, quelques semaines après le début de sa mission, il a tenu une conférence de presse afin de nous en dire plus sur l'avancée de sa tâche. Le point dans votre journal. L'association éco-solidaire Yes We Can It a été créée en février dernier. Le concept est des plus innovants puisqu'il offre à la population la possibilité d'acheter des denrées alimentaires à moindre coût en échange d'un apport en canette. Reportage à la fin de cette édition. Et on débute cette édition avec une bien triste nouvelle. Mariam Mouhidini dit Mahali est décédée ce jeudi en début d'après-midi. Née en 1936 et reconnue comme l'une des plus fidèles militantes du MDM, cette ancienne chatouilleuse a combattu toute sa vie pour Mayotte et les Mahorais. Et ses obsèques ont eu lieu dans la journée en présence d'une foule d'individus venus pour lui rendre un dernier hommage. C'est donc un nouveau pan d'histoire qui disparaît avec cette femme de conviction. Reportage Chakila Issouf et Leslie Vimné. La prière de ce vendredi a été marquée par le deuil d'une grande dame. Mariam Mouhidini était une femme de combat, fervente militante au sein du mouvement départemental de Mayotte. De nombreuses réunions du mouvement se tenaient chez elle, présents pour lui rendre hommage. Bon nombre de personnalités reconnaissent avoir perdu l'une des figures fondatrices du mouvement populaire pour la départementalisation de Mayotte. Aujourd'hui, Nsapéré vient de perdre une grande femme. Aujourd'hui, Nsapéré vient de perdre une mère. Aujourd'hui, Nsapéré vient de perdre, pour moi, qui est du quartier, vient de perdre une voisine, une mère, une grand-mère. Donc voilà, Nsapéré est en deuil aujourd'hui. Elle fait partie des dames qui ont incarné la politique mahoraise. Elle a été toujours au combat pour défendre la Mayotte française. Donc c'est pourquoi nous est là tous aujourd'hui pour nous rendre un dernier hommage. Perdu quand même, j'allais dire, une figure historique du MDM Nsapéré, quoi. Et donc juste pour ça, lui rendre un grand hommage. Et moi, je suis plus jeune, mais je sais ce qu'elle a fait, je sais les réunions qui se faisaient chez elle. Je l'ai fait moi-même. Et donc je pense que pour ça, en tout cas, elle mérite vraiment un grand hommage du peuple de Mayotte et de la nation tout entière. Depuis l'annonce de son décès hier, bon nombre de Mahorais ont tenu à être présents aujourd'hui pour l'accompagner dans sa dernière demeure. L'une de ses camarades de combat se souvient de son engagement au sein des Soroda. Kuna mtu mwema mahali aka mwanadamu aka mtu wa parti aka mtu wa dini aka mtu wa tongoza pia kakana shtuka kanayo ule mtu akanaye huna akamtombole watu kila shtu yatu rakukana waye harma harusi waya kaganga la MDM kavusi mtu kamje harma MDM mba waya ka mtumbolo wa MDM kawa wasi karmdungu mengoni bwasi waya kade mtu wa mbolo wa hunu kula tongo akwenda oho akwenda hajiro akwenda hamarseli kula tongo ya oho akwenda oho wanda hadisi ajarira ngulidza arambia mbaba tongo kata kadha kwa wakukaza na mereso pia. Mariam Mouhidini fait partie de ces femmes qui se sont sacrifiées toute leur vie pour Mayotte. Elle a vécu dans l'anonymat, mais représente un pan d'histoire de cette île que personne ne doit oublier.
Alors Chakila, ce sont des images très émouvantes que nous venons de voir. Alors cette femme, comme beaucoup d'entre elles, des chatouilleuses, ont vécu dans l'anonymat et aujourd'hui, on regrette un petit peu que ces femmes soient restées dans cet anonymat puisque leur combat doit continuer, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Leur combat doit continuer, mais seulement il doit avoir une reconnaissance de leur histoire, de tout ce qu'elles ont vécu, car leur histoire est l'histoire de Mayotte, l'histoire de la départementalisation de Mayotte. Nous sommes les héritières de cette histoire et non seulement le combat doit continuer, car elles avaient une vision idéaliste de ce Mayotte, de ce département, mais elles ne savaient pas, elles n'avaient pas les armes pour pouvoir savoir quel serait le contenu de cette départementalisation. Ce qui est aujourd'hui la suite de ce combat qui nous incombe, nous, jeunes Mahorais, jeunes Mahoraises. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans la politique, est-ce qu'ils ont conscience qu'il y a quelque chose qui s'est perdu, notamment, on a vu d'anciens combattants pour Mayotte. Aujourd'hui, on a l'impression que la politique n'est plus la même. La politique n'est plus la même car on n'avait pas les mêmes armes. Aujourd'hui, nous ne sommes plus les mêmes. On n'a plus les mêmes idéologies. Ces femmes, elles n'avaient pas d'armes. Leur seule arme était les chatouilles. Mais ce qui les rassemblait, ces femmes-là, c'était leur amour pour Mayotte, leur envie de créer un Mayotte libre pour nous, pour leurs enfants. Et non seulement, si on ne fait pas le travail de reconnaissance de ces femmes-là, de recherche de cette histoire qui est une partie de Mayotte, une partie, quelque part, de notre identité mahoraise. Si on ne fait pas cette recherche, eh bien, non seulement les politiciens, que ce soit d'aujourd'hui et du futur, seront dans l'erreur. Mais il n'en reste plus beaucoup des chatouilleuses, Chakila. Il n'en reste plus beaucoup. C'est l'une des dernières qui reste encore. Et je pense qu'il va du devoir de chacun de s'intéresser à cette histoire, de s'approcher de ces femmes-là, car certes, elles sont parties, mais leur histoire, tout ce qu'elles ont souffert, qui vit à travers nous, à travers même toi, Amina, car c'était ta grand-mère. Et combien on le sait que ces femmes-là, de ce qu'elles ont vu aujourd'hui, de ce qu'est devenu Mayotte, de ce que cette départementalisation fait de Mayotte, elles n'étaient pas contentes de ce qui se passe aujourd'hui. Et le moment est venu, encore plus aujourd'hui, que nous reprenions le combat et puissions terminer ce qu'elles ont commencé. Merci beaucoup, Chakila, pour toutes ces précisions. Et on continue avec cette conférence de presse qui s'est tenue cet après-midi et durant laquelle le substitut du procureur a évoqué le meurtre de Christophe Brousset. Les deux derniers auteurs présumés ont été arrêtés mercredi. Âgés de 13 et 17 ans, ils ont été soumis à un interrogatoire avant leur placement en détention provisoire. Les deux, comme le premier suspect, sont connus des forces de l'ordre et risquent la peine maximale, à savoir la prison à perpétuité. On écoute Philippe Leonardo au micro d'Isabelle Fargier et d'Abbas Alidi. Ils reconnaissent une partie des faits, mais pour le moment, c'est difficile de savoir exactement qui a porté le coup de couteau qui a entraîné la mort de Monsieur Brousset. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les versions, ils n'ont pas tout à fait les mêmes versions. Donc le juge d'instruction maintenant, ça va être sa tâche, eh bien, c'est celle de démêler un petit peu les auditions de chacun, de reprendre les différents témoignages pour comprendre exactement ce qu'il s'est passé et pour essayer de savoir, parce que c'est important aussi, déjà pour le dossier, mais aussi pour la famille de la victime et ses proches, pour savoir qui a mis ce coup de couteau. Même si, à partir du moment où le coup de couteau est mis et que les trois participent au vol, on a, à mon sens, suffisamment d'éléments pour qu'ils soient tous mis en examen pour cette même infraction. Et dans le volet social maintenant, souvenez-vous, lors du récent mouvement de grève générale, l'application du droit du travail en 2018 figurait comme l'un des points marquants. Ainsi, dans le cadre de la préparation de cette application prochaine, le deuxième volet de la mission ministérielle pilotée par M. Dominique Ledémé s'est déroulé cette semaine. À ce titre, une conférence de presse s'est tenue ce matin afin de rendre compte de l'avancée des travaux. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Dominique Ledémé est de retour à Mayotte dans le cadre de sa mission de préparation à la mise en œuvre du Code du travail de droit commun.
Depuis lundi, les travaux ont repris et s'accompagnent d'une formation des différents acteurs concernés. En effet, pour modifier les textes, encore faut-il connaître et maîtriser le code du travail qui fait actuellement foi à Mayotte. On propose en 6 séquences de décortiquer un petit peu le code du travail. Il y a une présentation, après il y a un délai de réflexion pour que les partenaires sociaux puissent s'approprier. Et puis après, on leur demande de nous formaliser un avis s'ils ont un avis à donner. Ça, c'est le premier chantier. Et le deuxième chantier, il y a un certain nombre de textes dont l'application a été prévue avant le 1er janvier 2018, donc qui vont venir enrichir le code du travail actuel. Et donc, ce qu'on a prévu, c'est qu'on va accélérer le processus pour que, si possible, au 30 septembre de cette année, tous les textes puissent être, qu'on ne touche plus au code du travail de Mayotte pour se consacrer plutôt à l'avènement du code du travail de droit commun. L'avènement du Code du travail de droit commun passe par cette mission de formation et de préparation au bouleversement que cela va impliquer. Si l'intersyndicale souhaitait une application immédiate, regrettant que ce travail en amont n'ait pas été fait avant, elle a finalement cédé et accepté la date programmée par le document stratégique Mayotte 2025. La date importante à retenir, c'est celle du 1er janvier 2018, puisque le Code du travail de droit commun s'applique au 1er janvier 2018 à Mayotte. Donc ça, c'est la date importante et qui est la date qui va nous permettre, nous, d'organiser le processus, parce que pour que le Code du travail soit applicable au 1er janvier 2018, il faut le préparer. Donc c'est la date à retenir qui est importante. Une date que tout le monde retiendra, même si d'ici là le travail des partenaires sociaux sera considérable, puisqu'il doit notamment permettre d'adapter les textes aux réalités locales. D'ici là, donc, on a 2 choses importantes à retenir. La première, c'est qu'il y a un certain nombre de discussions, d'échanges avec les partenaires sociaux de Mayotte, entre l'État et les partenaires sociaux, donc organisations professionnelles, patronales et organisations syndicales, pour échanger sur les points sur lesquels il est possible d'adapter le Code du travail pour tenir compte des spécificités de Mayotte. C'est-à-dire qu'il y a une identité à Mayotte comme il y a une identité dans les autres départements d'outre-mer. Et donc le Code du travail de droit commun doit tenir compte de cette identité. Donc conformément à sa culture, le ministère du Travail ne fait pas ça tout seul, mais vient rencontrer les partenaires sociaux pour leur demander leur avis sur les adaptations à réaliser. L'intersyndicale sera donc fortement sollicitée, au même titre que le MEDEF ou encore la CGPME. Chacun pourra ainsi donner son avis afin de faire en sorte que les conditions de travail s'améliorent, même si à la fin seul l'État possède le pouvoir décisionnaire. Direction maintenant la Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte où l'ambiance était très tendue ce matin en cause la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui de nombreux pêcheurs. 40% des barques des pêcheurs à Mayotte ne sont pas conformes aux réglementations européennes puisque celles-ci ont été classées dans la catégorie bateaux de plaisance. Conséquence, de nombreux professionnels ne peuvent ni prétendre aux fonds européens ni vendre leurs poissons légalement. Une réunion s'est donc tenue ce matin à la CCI pour tenter de désamorcer la situation. De son côté, le député Ibrahim Aboubakar s'est saisi du dossier et a promis de défendre celui-ci devant les plus hautes instances de l'État. On écoute maintenant le représentant des pêcheurs au micro d'Abbas Alidi. Qui font les affaires maritimes et la Chambre d'agriculture s'ils n'arrivent pas à défendre cette fameux dossier de 60 barques, si on fait les calculs et que chaque barque a 4 pêcheurs à bord, toutes ces familles, ils vont vivre comment? Et si ils nous arrêtent carrément qu'on ne peut plus travailler, parce que même si aujourd'hui on travaille, mais on travaille clandestinement. S'ils nous arrêtent carrément qu'on ne peut pas travailler, comment vont vivre la population de Mayotte sans poissons? C'est-à-dire, c'est des poissons qui vont être exportés, qui vont venir ici et qu'on va acheter. Ou c'est des poissons qui sont élevés dans des cages. Ça, ce n'est pas les poissons que les Maoris ont l'habitude de manger. Alors aujourd'hui, on attend une réponse au plus vite, monsieur le député. Et s'il y a encore des élus qui nous attendent, qui viennent en aide pour pousser ce dossier avec monsieur Aboubakar, qu'au plus vite possible, que ces familles, pendant 3 ans qu'ils attendent ce dossier, puissent avoir le jour.
Et ce matin, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte a signé une convention de partenariat avec les cadis du département. Avec la progression du système de protection sociale sur le territoire, bon nombre d'affiliés ignorent encore leurs droits et ne peuvent donc y accéder. Les cadis étant représentés dans toute l'île, ils joueront ainsi un rôle de médiation en informant et en orientant les affiliés. Reportage Shakil Essouf et Leslie Vimnet. L'ensemble des cadis a répondu à l'invitation du directeur de la CSSM et du président de son conseil. Objectif, signer une convention de partenariat afin de favoriser la médiation pour l'obtention des droits sociaux. Les cadis sont implantés dans les 17 communes de Mayotte et donc de ce côté-là, nous avons un rôle de proximité à jouer. Le fait de travailler avec la Caisse de la sécurité sociale de Mayotte nous apporte de plus, parce que de plus en plus les cadis évoluent vers la médiation et travailler avec la Caisse de sécurité sociale de Mayotte est une sorte de médiation sociale. La Caisse de la sécurité sociale accueille tous les jours près de 1500 affiliés. Dans un souci d'amélioration de la qualité du service public, la direction de la CSSM a voulu, par la signature de cette convention de partenariat, permettre à l'ensemble des Mahorais d'avoir accès à des informations pour faire valoir leurs droits. Et c'est avec une fierté et un grand honneur que Nourdine Bakar, le grand cadi de Mayotte, a accepté ce partenariat. Wasi mazari hadisi na wao itini la kesi yaone samba watorenga formation waribe namna ile kamba ipana bado tujua mazasu ujua hadisi na wanadamu maana wasi maza renge watu hale mahakama tao wasujua pia namna hadisi na wanadamu beli ya wengi za elimu ya ukamba eleza mtu onota hake bahanu lazima risomezo iparike mbarwasiri ri kini kina maarifa nao renge zina yatu inshallah taala tawatu washinwa ilemba enda hankadha warengi haki watu haki. Le rôle de médiateur confié au cadi doit permettre d'informer et d'orienter les affiliés de la CSSM. Mais pour cela, les représentants religieux vont suivre une formation de 4 jours à partir du 28 mai. Les renseignements qui seront donnés par les cadis sont des renseignements portant à la fois sur l'accès aux droits, c'est-à-dire dans quelle mesure un assuré peut bénéficier, peut être assuré social, peut être allocataire, peut être retraité. C'est les renseignements donc sur l'accès aux droits, mais aussi des renseignements sur les prestations que la caisse verse. Prestations, des allocations familiales, des remboursements maladie, des indemnités journalières, une pension retraite, l'ensemble des prestations portées par la sécurité sociale qui parfois sont trop méconnues par nos usagers et qui ont besoin d'être expliquées. Et je pense que les cadis ont un rôle majeur à jouer pour expliquer la sécurité sociale auprès des Mahorais. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée à compter du 22 avril 2016. Un grand pas en avant qui devrait permettre à des centaines de Mahorais de pouvoir bénéficier de leurs droits. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce vendredi 22 avril. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. La France est actuellement en proie à un mouvement citoyen sans précédent, les Nuits debout. Depuis quelques jours, des centaines de personnes se rassemblent chaque nuit dans les grandes places des différentes villes du pays. Objectif, discuter de la refonte d'une société en perdition. Hier et de manière surprenante, l'île aux Lagons s'est d'ailleurs invitée dans les discussions et réflexions. À ce titre, un débat intitulé « Grève générale dans la France oubliée, Mayotte » s'est tenu à Paris, place de la République. Pendant de longues heures, les participants qui ont découvert les problématiques mahoraises ont cherché à comprendre pourquoi cette crise a éclaté et pourquoi les médias nationaux ont tardé à la relayer. Mayotte fait enfin parler d'elle en France métropolitaine où la population semble s'intéresser au sort de l'île. Espérons maintenant que l'État s'empresse d'en faire autant. 4000 signatures en 48 heures, c'est le chiffre obtenu par la pétition lancée par le docteur Aurélie Ariba, la présidente de l'association Village d'Eva. Une pétition intitulée « Mort pour un sac à Mayotte, Monsieur François Hollande, plus jamais ça ». Une pétition destinée au président de la République et qui fait suite au décès de Christophe Brousset. La lettre décrit la situation alarmante sur le département, précisant que 35% des actes de délinquance à Mayotte sont le résultat des mineurs. Moyenne d'âge 13 à 16 ans, selon le procureur de Mayotte lors de la conférence sur la sécurité. Ce dernier ajoute que la délinquance des jeunes a 2 principales causes, la survie, ils cherchent à manger, et l'oisiveté, ils ne savent pas quoi faire. La pétition propose ainsi 8 mesures pour s'attaquer au problème, parmi lesquelles une augmentation des effectifs au sein des forces de l'ordre, la sécurisation des établissements scolaires,
l'instauration de zones de sécurité prioritaires, l'ouverture des MJC ou encore la création d'un restaurant solidaire pour les mineurs avec une capacité de 500 places par jour afin d'éviter aux jeunes de fouiller dans les poubelles pour se nourrir. L'objectif est désormais d'atteindre le plus de signatures possible afin que cette pétition fasse réagir l'Elysée. Bertrand Laviec, le directeur de Météo France Mayotte, était l'invité de la matinale de Coésie. Il a ainsi annoncé que Fantala, ce cyclone historique, devrait faire demi-tour dans les heures à venir pour se diriger à nouveau vers la pointe nord de Madagascar. Fantala perd progressivement en intensité, devenant au fil des jours une dépression résiduelle et non plus un cyclone. Mayotte devrait quoi qu'il en soit être épargnée, même si le vent risque de souffler plus fort qu'à la normale. Un soulagement pour tout le monde, car les craintes face à ce monstre étaient aussi réelles que justifiées. Alors je me tourne vers Fernand Beyen, qui est vice-président de l'association Village des Vents. On vient de le voir dans les brèves. On a parlé de cette pétition Plus jamais ça, qui est adressée à M. François Hollande, une pétition qui a priori a commencé déjà à faire des émules dans la population. Oui, Amina, déjà nous avons très peur. Nous avons très peur parce que à la suite de la marche qui a réuni presque 5000 personnes, à la suite des pétitions, à la suite des actions des associations, vous vous rendez compte que nous sommes en train de vivre un cinéma devant toute la population de Mayotte. C'est-à-dire que vous avez une réunion entre autorités et élus, avec des clashs dans des réunions et tout ça. Donc on assiste à des gamineries, alors que la population a aujourd'hui de plus en plus besoin de son élite. Vous voyez qu'aujourd'hui, le monde associatif, le monde de la société civile, les journalistes que vous êtes, si on ne prend pas les choses en main, on est foutus. On est tous foutus. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de cette pétition? Quel retour attendez-vous particulièrement? Mais déjà, il faut dire quelque chose. Les principales causes de la délinquance à Mayotte, il y en a deux, il n'y en a pas trois, il y en a deux. C'est la délinquance de survie. Ça, c'est le procureur qui le dit. C'est la délinquance de survie. Les jeunes ont faim, les jeunes fouillent dans les poubelles à Mayotte. Donc, il faut pouvoir faire quelque chose. Donc, il faut qu'on arrête de dire immigration, immigration. Vous savez, la Frontex, c'est le système de surveillance de l'Union européenne. Il y a quand même des gens qui passent. Aux États-Unis, malgré toutes les barrières et tout, malgré toute la surveillance, il y a des gens qui passent. Mais une fois que les gens sont passés, ça, ce n'est plus de notre responsabilité. Il faut qu'on puisse s'occuper de ces gamins dans la rue. Ils ne vont pas fouiller dans les poubelles, ils ne vont pas poser des actes de délinquance. Il faut s'en occuper. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'oisiveté des jeunes. Prenez une petite ville comme Entre-Deux, à l'île de la Réunion. 8000 habitants. Il y a 4 terrains de tennis, une piscine municipale, une bibliothèque ouverte 24 sur 24, un hôtel 4 étoiles qui a même pas mal, 8000 habitants. Donc, les associations sont soutenues. Il n'y a pas d'association à l'île de la Réunion où on va vous dire on n'a pas de soutien, on n'a pas de ceci, on n'a pas de cela. Mais pourquoi à Mayotte on ne prend pas les choses en main? Donc je pense que la marche des 5000 personnes doit réveiller la conscience collective. Mais visiblement, ça n'a pas été le cas. Puisqu'on assiste à des réunions où il y a des clashs, on assiste à des réunions où il y a des attaques personnelles, on assiste à des réunions où l'élite... donc c'est pour ça que cette pétition est là aujourd'hui, pour dire voilà ce que nous on propose. Voilà ce qu'on pense qu'on devrait faire pour Mayotte. Un restaurant solidaire pour accueillir 500 enfants. Pourquoi 500 enfants? Parce qu'on estime entre 5 et 7 000 enfants, le nombre d'enfants que vous savez, oisifs, errants et tout ça. Donc 500 correspond à 10% à peu près de cette population-là. De façon journalière, qu'elle puisse venir pour manger. Comme les Restos du Cœur, comme la Chorba en métropole, où tous les jours, les gens qui sont en difficulté peuvent venir manger. Il faut arrêter d'accepter que les enfants fouillent dans les poubelles. Après, ils vont poignarder, après, ils vont tuer parce qu'ils ne sont pas scolarisés et parce qu'ils ont faim. Alors, cette pétition, vous l'avez adressée directement à François Hollande. Pourquoi ne pas l'avoir proposée, avoir proposé ces 8 points au niveau local, aux autorités locales? Mais vous voyez ce qu'on vit. Mais vous voyez très bien ce que nous vivons. Vous n'y croyez plus? Non, mais c'est pas qu'on n'y croit plus. C'est-à-dire qu'il y a déjà deux choses à savoir. La première des choses, c'est que est-ce qu'aujourd'hui, l'État appuie véritablement Mayotte? La dotation, c'est sûr que c'est non. Parce que quand vous regardez le journal du Monde d'hier ou avant-hier, vous voyez très bien qu'il y a un déséquilibre au niveau des dotations. Ça, c'est clair, ça, c'est vrai. Maintenant, au niveau de la prise en charge de la responsabilité, elle est collective. Prenez par exemple le cas de l'éclairage public. Ce monsieur Christophe Brousset, il ne sortait pas d'une boîte de nuit. Il était récupérer son fils à la sortie d'une activité du judo, une activité périscolaire, une activité normale. Et il se fait poignarder. Est-ce qu'il faut voir les responsabilités?
Est-ce que ces jeunes étaient scolarisés? Est-ce qu'ils étaient éduqués? Est-ce qu'il y avait un éclairage public? Est-ce qu'à la sortie de ces activités, il ne faudrait pas la police municipale ou alors un contrôle, une patrouille de police? Il faudrait anticiper sur tout ça pour que ça ne se reproduise plus. C'est pour ça que nous disons plus jamais ça. Plus jamais ça. Donc nous adressons ça au président de la République parce que visiblement, il n'y a pas de dialogue aujourd'hui entre aussi bien la préfecture que certains élus. Donc il faut vraiment que le président intervienne dans cette affaire. Et je peux vous dire qu'il y a 2 jours, nous avons eu un ancien préfet au téléphone qui nous a dit « c'est le moment pour vous à Mayotte de demander et vous aurez tout ce que vous voulez ». Ça, c'est l'ancien préfet qui le dit. Ça veut dire que Mayotte est entendu. Tous les médias parlent de Mayotte. Mais aujourd'hui, on va retenir quoi? Un clash entre le préfet et les élus? Moi, je dis c'est une honte. Merci beaucoup, Fernand. En tout cas, on suivra les suites de cette pétition. Plus jamais ça. Et je vous propose maintenant de finir avec ce tout nouveau concept d'épicerie, une épicerie éco-solidaire qui propose de recycler les canettes rapportées par les habitants en échange de nourriture et d'une participation financière symbolique. L'idée est née d'un constat des plus simples. Lorsque la survie alimentaire est en jeu, difficile de développer sa conscience écologique. C'est donc dans ce souci d'éco-citoyenneté et afin de faire bouger les choses que l'association Yes We Canettes a été créée en février 2016. Toutes les précisions avec Adèle Laurent. Basée au rond-point des Petits Loups de Cavani, Yes We Canettes est avant tout une association citoyenne créée par et pour les habitants de Mayotte. Le but est d'agir sur les déchets qui prolifèrent sur l'île au parfum et notamment sur un déchet emblématique, la canette métallique. Laurent Beaumont nous en dit plus sur le principe de cette épicerie. En fait, dans notre association, c'est une épicerie éco-solidaire. Cela signifie que tout le monde peut en être le client. Il a accès à une offre alimentaire de base, des aliments non périssables principalement. Et il va payer un prix comme n'importe quel client dans n'importe quel commerce, sauf qu'il va avoir accès à un tout petit prix s'il décide de collecter des canettes métalliques qu'il aura ramassées autour de lui. Tout le monde doit agir sur l'environnement, mais également disposer de ressources pour vivre. C'est fondamental et c'est comme ça que l'écologie fonctionne réellement. Yes We Canettes fonctionne en partenariat avec la mairie de Mamoudzou et avec la Star. Cette dernière est venue cet après-midi collecter les plus de 100 000 canettes réunies par l'association, et ceci en moins d'un mois. Cette épicerie éco-solidaire, bien que très récente, rencontre donc un vif succès, comme nous l'explique Jérôme, un des bénévoles de l'association. Tout se dégrade, on a besoin de ramasser pour l'écologie, quoi. C'est primordial puisque Mayotte c'est une île qui est belle, mais personne ne fait rien pour la nettoyer. Donc on donne un peu le geste, quoi. Le quartier est assez satisfait, les gens sont contents. Déjà, rien que comment ça a commencé, au début il n'y avait pas beaucoup de monde, et puis là le matin, s'il vous plaît. On a des canettes. Non, ça marche super bien. Une épicerie qui œuvre donc pour le bien de tous. Cette association citoyenne n'a à ce jour pas reçu de financement public, mais a fait notamment appel au crowdfunding. Tout le monde peut devenir contributeur en nous apportant de la nourriture non périssable dans notre boutique. Nous avons aussi un financement participatif via la plateforme KissKissBankBank, où des internautes du monde entier peuvent venir nous soutenir et contribuer. Et puis également, durant tout ce week-end, vous pouvez venir à Jumbo Score dans la galerie, venir contribuer en nature en nous apportant des produits via une collecte solidaire. Cette association a pour projet d'étendre la gamme des produits que son épicerie propose. Fournitures scolaires, jeux pour enfants, vêtements ou encore produits d'hygiène devront donc bientôt se retrouver dans leurs rayons. Cette association a donc créé une épicerie en accord avec les besoins des Mahorais, dont 84% vivent encore sous le seuil de pauvreté nationale. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver en rediffusion sur notre site l'infokwesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. La rédaction vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle édition. En attendant, l'actualité continue sur Kwesi. Bonne soirée à vous sur KTV.